Le silence qui règne dans la chambre d'hôpital est lourd, presque oppressant, comme si chaque respiration de Maud était suspendue à un fil invisible. Allongée sur le lit, le bras immobilisé, elle fixe le plafond sans vraiment le voir. Depuis l'incident en forêt, quelque chose a changé en elle. Ce n'est pas seulement la douleur, ni même la peur diffuse qui serre sa poitrine, c'est cette sensation étrange, persistante, ces fourmillements qui remontent lentement le long de son bras, comme un avertissement que son corps lui adresse sans parvenir à formuler clairement le danger. À ses côtés, Raphaël tente de garder contenance. Elle est assise, droite, le regard rivé sur la main de sa fille, cherchant à déceler le moindre signe rassurant. Avocate habituée aux salles d'audience et aux confrontations verbales, elle se découvre soudain démunie face à cette réalité médicale qu'elle ne maîtrise pas. Chaque minute qui passe nourrit son angoisse. Elle repense à la veille, à ce café partagé au spoon, à ces paroles de Maud dites presque en passant, ces picotements apparus dans la nuit, cette douleur sourde qui empirait. À cet instant-là, Raphaël avait voulu se convaincre que ce n'était rien. Aujourd'hui, elle s'en veut terriblement de ne pas avoir compris plus tôt. Pendant ce temps, dans un autre couloir de l'hôpital, Marianne s'avance d'un pas mesuré. Elle tient le dossier médical de Maud serré contre elle. Derrière son calme professionnel se cache une inquiétude réelle. Les examens ont révélé une complication sérieuse. Le flux sanguin vers la main est interrompu, expliquant ces sensations anormales et cette douleur qui ne faiblit pas. Elle sait que les mots qu'elle va prononcer auront un impact violent. Elle connaît Raphaël, sa force apparente, mais aussi ses failles lorsqu'il s'agit de ses enfants. Quand Marianne entre enfin dans la chambre, le regard de Raphaël se lève immédiatement, chargé d'espoir et de peur mêlée. Maud, elle, détourne légèrement la tête, comme si elle redoutait d'entendre une vérité qu'elle sent déjà poindre. Marianne prend une inspiration et explique la situation avec précision, sans détour inutile. Les termes médicaux tombent, lourds de sens, complications, circulation sanguine interrompue, nécessité de surveiller étroitement l'évolution. À mesure qu'elle parle, Raphaël sent la colère monter en elle, une colère froide, dirigée vers une cible bien précise. Car dans son esprit, tout converge vers un seul nom, Chloé. L'incident en forêt, les décisions prises dans l'urgence, ce moment où tout a basculé. Raphaël ne peut s'empêcher de penser que si les choses avaient été faites autrement, Maud ne serait pas là aujourd'hui, clouée sur un lit d'hôpital, menacée de perdre l'usage de son bras. Cette idée s'ancre en elle avec une force dévastatrice, prête à exploser au moindre déclencheur. Pendant que la tension monte à l'hôpital, l'enquête autour de Basile Vidal continue de tisser sa toile. Au commissariat, l'atmosphère est tout aussi tendue, mais d'une autre manière. Erika est assise face à Sarah, les mains crispées sur ses genoux. Elle a l'impression de vivre dans un brouillard permanent depuis qu'elle a appris que son frère possédait un gîte dans la région depuis 3 ans. 3 années de silence, 3 années durant lesquelles elle n'a eu aucune nouvelle de lui. Cette révélation la bouleverse, mais ce qui la déstabilise encore davantage, c'est ce portrait robot qu'elle ne reconnaît pas. Lorsqu'elle affirme, avec une certitude presque douloureuse, que l'homme décrit par les jeunes filles n'est pas Basile, un nouveau scénario s'impose. Sarah échange un regard avec ses collègues, l'hypothèse d'un imposteur prend de plus en plus de poids. Quelqu'un se ferait passer pour Basile Vidal, utilisant son identité, son gîte, sa moto. Mais pourquoi, et surtout, où est le vrai Basile ? Damien, plongé dans ses recherches, confirme bientôt que les traces de sang retrouvées près du gîte correspondent bien à l'ADN de Basile. Ce détail glace l'atmosphère, Basile a été blessé, agressé, et quelqu'un d'autre a pris sa place. Pourtant, malgré tous leurs efforts, l'homme mystérieux reste introuvable, comme s'il n'avait jamais existé officiellement. Pas de casier, pas d'antécédents, pas de traces administratives. Une ombre. Pour Erika, chaque information est un coup porté à son équilibre déjà fragile. Elle se souvient de sa colère envers son frère, de cette rancœur née le jour où leur mère est tombée malade. Elle était restée. Lui, il avait disparu. Pendant des années, elle s'est construite sur cette blessure, persuadée qu'il les avait abandonnés. Aujourd'hui, la réalité semble bien plus complexe, et cette certitude vacille. À l'autre bout de la ville, dans un registre plus intime, Karim confie ses doutes à Georges. Il parle de ce moment suspendu avec Émilie, de ce baiser sur la joue à la fin de leur rendez-vous, de ce flou qui entoure leur relation naissante. Il ne sait pas s'il doit y voir un simple geste amical ou le signe de quelque chose de plus profond. Georges l'écoute avec amusement et bienveillance, savourant presque ses confidences qui lui permettent de s'évader un instant de son quotidien. Pour Karim, Émilie représente une promesse fragile, une ouverture qu'il n'ose pas brusquer. Plus tard, lorsqu'Émilie lui avoue enfin ce qu'elle ressent, ses mots sont sincères mais prudents. Elle lui plaît, oui, mais elle refuse de se perdre, de céder le contrôle de sa vie.
Elle le prévient, presque avec douceur, qu'elle ne peut rien lui promettre. Karim pourrait choisir de partir, de se protéger. Pourtant, il décide de rester, acceptant cette incertitude comme une étape nécessaire. Leur footing improvisé devient alors un symbole silencieux, avancer ensemble, même sans savoir où le chemin mène. Pendant ce temps, Aaron tente de masquer son malaise derrière l'humour. De retour de vacances, il se sent étrangement désabusé. Les couples qu'il a croisés, les familles épuisées, les illusions perdues. Tout l'a renvoyé à sa propre solitude. L'idée de s'inscrire sur une application de rencontre lui semble à la fois ridicule et inévitable. Gabriel, fidèle à lui-même, s'en amuse et se propose de l'aider, soulignant avec une franchise mordante les défauts et les maladresses d'Aaron. Derrière leurs échanges légers se cache pourtant un besoin commun, celui de ne pas rester seul. Alors que la journée s'étire, un appel inattendu vient bouleverser Erika. Son téléphone vibre alors qu'elle se trouve avec Bar. Le numéro est inconnu. Lorsqu'elle décroche, la voix à l'autre bout du fil lui annonce une nouvelle qu'elle n'osait plus espérer, Basile est vivant. Il est à l'hôpital. Il veut lui parler. À cet instant précis, tout ce qu'elle portait en elle, la colère, la tristesse, la culpabilité semble s'effondrer pour laisser place à une émotion brute, presque irréelle. Ses yeux s'illuminent, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère se dessine sur son visage. Mais ce souffle d'espoir ne suffit pas à apaiser les tensions qui grondent ailleurs. À l'hôpital, Raphaël rumine. Chaque diagnostic, chaque mot prononcé par Marianne renforce sa conviction que quelqu'un doit être tenu pour responsable. Et dans son esprit, le visage de Chloé s'impose de plus en plus clairement. Elle ne le sait pas encore, mais cette accusation va bientôt éclater au grand jour, ravivant des blessures anciennes et ouvrant un nouveau front de conflit. Pendant ce temps, Maud ferme les yeux, tentant de chasser la peur qui l'envahit. Elle ignore encore jusqu'où cette épreuve l'amènera. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. À l'hôpital, le temps semble s'étirer de manière presque cruelle. Les minutes s'enchaînent sans offrir la moindre réponse définitive, et Raphaël a l'impression de tourner en rond dans un espace trop étroit pour contenir sa colère. Elle observe Maud, immobile, le visage pâle contrastant avec la rigidité de l'attelle. Chaque battement de cœur de sa fille résonne en elle comme un rappel brutal de sa propre impuissance. Elle aimerait agir, plaider, convaincre, attaquer même, mais ici, aucune plaidoirie ne peut forcer un corps à guérir plus vite. Marianne revient régulièrement dans la chambre pour surveiller l'évolution. Son attitude est professionnelle, mesurée, mais Raphaël perçoit les non-dits dans ses silences. Elle comprend que la situation est sérieuse, plus grave qu'on ne veut bien le dire à haute voix. Lorsque Maud se plaint à nouveau de cette sensation de froid dans les doigts, Raphaël sent un frisson la traverser. Ce détail anodin en apparence prend soudain une dimension inquiétante. Elle cherche le regard de Marianne, comme pour exiger une réponse immédiate, une certitude rassurante. Marianne explique alors que la circulation reste instable, que les prochaines heures seront décisives. Elle évoque des examens complémentaires, des traitements possibles, sans jamais prononcer le mot que Raphaël redoute par-dessus tout. Pourtant, il plane dans l'air, invisible mais omniprésent. Perdre l'usage d'un bras. Cette perspective est insupportable pour une mère qui a toujours voulu protéger ses enfants de tout, même de l'inévitable. À mesure que l'angoisse s'installe, Raphaël se replie sur ses souvenirs. L'image de Maud enfant lui revient, ses dessins maladroits, sa façon de se réfugier contre elle lorsqu'elle avait peur. Elle se demande comment elle pourrait accepter que la vie impose à sa fille une épreuve aussi injuste, aussi brutale. Et dans ce tourbillon d'émotions, la colère trouve un exutoire clair, Chloé. L'incident en forêt, cette décision prise dans l'urgence, ce contexte qu'elle juge désormais irresponsable. Dans l'esprit de Raphaël, la frontière entre accident et faute commence à s'effacer dangereusement. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête autour de Basile prend une tournure plus inquiétante encore. Damien passe en revue chaque élément du passé de cet homme discret, sans histoire, amoureux de la nature. Plus il creuse, plus il se rend compte que rien ne justifie une telle usurpation d'identité. Basile ne fréquentait pas de milieu à risque, n'avait pas d'ennemis connus. Cette absence de mobile apparent rend l'affaire d'autant plus troublante. Qui aurait intérêt à prendre sa place? Et surtout, que cherche cet imposteur en restant dans la région? Sarah informe Martin de la localisation récente de la moto de Basile. Le fait qu'elle ait été repérée près de Sète confirme que l'homme mystérieux n'a pas fui bien loin. Martin décide alors de renforcer la vigilance autour d'Erika. Il sait que, si l'imposteur est encore dans les parages, elle pourrait devenir une cible. Cette mesure de protection, bien que nécessaire, renforce le sentiment d'insécurité qui pèse déjà lourdement sur les épaules d'Erika. De son côté, Erika oscille entre soulagement et confusion. L'annonce que son frère est vivant a fait naître un espoir presque douloureux,
tant elle s'était préparée au pire. Pourtant, cette nouvelle ravive aussi des blessures anciennes. Elle se demande comment elle réagira lorsqu'elle le verra. Aura-t-elle la force de lui reprocher son absence, ou laissera-t-elle tout s'effacer face au simple fait qu'il soit en vie? Les questions se bousculent, sans trouver de réponse immédiate. Chez Bar, l'atmosphère est feutrée. Il tente d'apporter à Erika un soutien discret, sans l'envahir. Il la voit sourire à nouveau, mais ce sourire est fragile, comme s'il pouvait se briser au moindre choc. Il comprend que, derrière cette éclaircie, une confrontation émotionnelle intense se profile. Bar sait aussi que les retrouvailles avec Basile ne mettront pas fin à l'enquête. Au contraire, elles pourraient ouvrir une nouvelle phase, encore plus dangereuse. À l'autre bout de la ville, Karim se prépare pour son footing avec Emily. Il repense à ses paroles, à cette honnêteté désarmante avec laquelle elle lui a exposé ses limites. Il n'y a pas de promesse, pas de plan à long terme, seulement l'envie d'être là, maintenant. Cette simplicité lui convient plus qu'il ne l'aurait cru. Pour une fois, il n'a pas l'impression de devoir porter une relation à bout de bras. Lorsqu'ils commencent à courir, leurs pas se synchronisent presque naturellement. Le souffle court, le rythme régulier, tout semble apaiser les pensées de Karim. Emily, de son côté, se surprend à apprécier cette présence silencieuse, cette absence de pression. Elle observe Karim du coin de l'œil, notant sa détermination tranquille. Elle sait qu'elle joue un jeu délicat, qu'elle avance sur une ligne fine entre désir et retenue. Mais pour l'instant, elle choisit de profiter de cet instant suspendu. Non loin de là, Aaron tente une nouvelle fois de rédiger sa description pour l'application de rencontre. Gabriel commente chaque phrase avec un humour parfois cruel mais jamais méchant. Il souligne les maladresses, coupe ce qu'il juge inutile, insiste sur l'importance de se démarquer. Aaron résiste, se moque, mais finit par céder. Derrière ces protestations se cache une véritable appréhension, celle d'être jugé, rejeté, exposé. L'idée même de se livrer à des inconnus le met mal à l'aise, mais il comprend qu'il n'a plus envie de se cacher. Dans la discussion qu'il surprend entre Swazik et Victoire, Aaron perçoit un étrange écho à sa propre situation. Swazik, malgré ses certitudes affichées, semble elle aussi hésitante, attirée par un profil sans photo, comme si l'anonymat offrait une forme de sécurité. Cette coïncidence amuse Aaron, mais elle lui rappelle aussi que chacun avance à sa manière, avec ses peurs et ses contradictions. À l'hôpital, la tension atteint un nouveau palier lorsque Marianne revient avec les résultats actualisés. Raphaël se lève d'un bond, le cœur battant. Les mots tombent, précis, sans dramatisation inutile. L'état de Maud reste préoccupant. Les traitements sont en cours, mais le risque demeure. Raphaël sent ses jambes faiblir un instant. Elle se raccroche à la seule chose qui lui reste, sa colère, devenue presque un moteur. Dans son esprit, la décision est prise. Elle ne restera pas silencieuse. Si Maud souffre, quelqu'un devra répondre de cette situation. Et plus elle y pense, plus elle se persuade que Chloé devra affronter ces accusations, qu'elle le veuille ou non. Ce conflit, encore latent, s'annonce inévitable, prêt à éclater avec une violence à la hauteur de l'angoisse qu'elle porte. À ce moment-là, Maud ouvre les yeux et croise le regard de sa mère. Elle y lit une détermination nouvelle, presque inquiétante. Elle voudrait lui dire de se calmer, de ne pas chercher de coupable à tout prix. Mais la fatigue l'emporte, et elle se rendort, laissant Raphaël seul face à ses pensées, prête à déclencher une tempête dont personne ne mesure encore l'ampleur. La nuit tombe lentement sur Sète, enveloppant la ville d'une lumière diffuse qui n'apaise en rien les esprits. À l'hôpital, Raphaël n'a pas quitté la chambre de Maud. Elle est assise là depuis des heures, le dos droit, les bras croisés, comme si cette posture rigide pouvait contenir le chaos intérieur qui la ronge. Chaque bip des machines médicales lui semble plus fort que le précédent, chaque mouvement de Maud déclenche en elle une alerte immédiate. Elle scrute le visage de sa fille à la recherche du moindre signe de douleur, du moindre frémissement inquiétant. Marianne repasse une dernière fois avant la relève de nuit. Elle prend le temps d'expliquer, encore, de rassurer sans mentir. Les complications sont réelles, mais rien n'est encore irréversible. Raphaël hoche la tête, écoute, mais n'entend déjà plus vraiment. Dans son esprit, les mots se transforment en fragments désordonnés. Elle n'arrive pas à se détacher d'une idée obsédante, cet événement n'aurait jamais dû avoir lieu. La forêt, l'accident, les décisions prises trop vite. Tout s'imbrique pour former un récit où la responsabilité de Chloé prend une place centrale. Lorsqu'elle se retrouve seule avec Maud, Raphaël se penche vers elle, la voix plus douce qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Elle lui promet qu'elle ne laissera personne minimiser ce qui lui arrive, qu'elle fera tout pour que la vérité éclate. Maud entr'ouvre les yeux, encore engourdie par la fatigue. Elle murmure quelques mots, presque inaudibles, tentant de calmer sa mère. Elle ne cherche pas de coupable. Elle veut juste que la douleur cesse, que son bras redevienne normal,
que sa vie reprenne son cours. Mais Raphaël, emporté par son instinct protecteur, n'entend pas cet appel à la retenue. Au commissariat, l'enquête progresse par petites touches, chacune apportant son lot de nouvelles interrogations. Damien compile les informations, les dates, les déplacements de Basile. Plus il avance, plus il est frappé par le contraste entre le portrait de cet homme discret et la violence de ce qu'il a subi. Rien, absolument rien, dans son passé ne laisse présager une agression aussi brutale. Cette incohérence l'inquiète. Elle suggère l'intervention d'un tiers aux motivations obscures, peut-être liées à quelque chose que Basile lui-même ignorait. Sarah partage ses doutes avec Martin. Tous deux savent que l'imposteur représente un danger réel. Le fait qu'il ait été aperçu près de Seth, utilisant la moto de Basile, indique une volonté de rester dans la région, de maintenir l'illusion. Cette audace intrigue autant qu'elle inquiète. Martin insiste sur la nécessité de rester discret tout en renforçant la surveillance autour d'Erika. Il sait que la moindre erreur pourrait mettre en péril la seule personne capable de faire tomber ce masque. Erika, de son côté, peine à trouver le sommeil. L'appel de l'hôpital tourne en boucle dans sa tête. Basile est vivant. Ces mots, à la fois simples et bouleversants, viennent fissurer 10 années de rancœur. Elle repense à leur enfance, à cette complicité qu'ils avaient avant que la vie ne les sépare. Puis viennent les souvenirs plus douloureux, ceux de la maladie de leur mère, de l'absence de Basile, de ce sentiment d'abandon qui l'a accompagné pendant des années. Elle se demande si elle saura lui pardonner, ou si la confrontation ne fera que raviver des blessures qu'elle croyait refermer. Barr, attentif, remarque son agitation. Il lui propose de parler, de vider ce qu'elle a sur le cœur. Erika hésite, puis se confie à demi-mot. Elle avoue sa peur, celle de découvrir un frère différent, peut-être méconnaissable, ou pire, celle de réaliser qu'elle s'est trompée sur lui pendant tout ce temps. Barr l'écoute sans interrompre, conscient que certaines réponses ne peuvent venir que de cette rencontre à venir. Il se contente de lui rappeler qu'elle n'est plus seule, qu'elle peut compter sur lui, quelle que soit l'issue. Pendant ce temps, Karim rentre chez lui, le corps encore marqué par l'effort du footing, mais l'esprit étonnamment apaisé. Les paroles d'Émilie résonnent en lui, non pas comme une frustration, mais comme une invitation à la patience. Il se rend compte qu'il n'a pas ressenti ce genre de légèreté depuis longtemps. Cette relation naissante, sans promesse ni pression, lui permet d'être lui-même, sans rôle à jouer. Il sait pourtant que cet équilibre est fragile, car rien pourrait le faire basculer. Émilie, elle aussi, repense à cet échange. Elle se surprend à sourire en se remémorant le regard de Karim, sa manière d'accepter ses limites sans chercher à les franchir. Cela la rassure autant que cela l'effraie. Elle craint de s'attacher, de perdre ce contrôle qu'elle s'est juré de conserver. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se demande si ce contrôle ne l'a pas parfois empêchée de vivre pleinement. Chez Aaron, la soirée prend une tournure inattendue. Après de longues hésitations, il valide enfin son profil sur l'application de rencontre. Le geste est simple, presque banal, mais il lui donne l'impression de se jeter dans le vide. Gabriel, fidèle à lui-même, se moque gentiment de son stress, tout en lui rappelant que personne n'est obligé d'être parfait. Aaron sourit, conscient que cette étape, aussi anodine soit-elle, représente un pas important pour lui. À l'hôpital, un changement subtil se produit au cœur de la nuit. Maud se réveille en sursaut, une douleur plus vive traversant son bras. Raphaël appelle immédiatement l'équipe médicale. Les infirmiers interviennent rapidement, ajustent les traitements, rassurent autant qu'ils le peuvent. Marianne est prévenue et arrive peu après, le visage fermé. Elle constate que la situation reste instable. Rien n'est perdu, mais rien n'est gagné non plus. Cette nouvelle alerte agit comme un déclencheur pour Raphaël. La peur qu'elle tentait de contenir se transforme en certitude, elle ne peut plus rester passive. Dans son esprit, la frontière entre protection et confrontation est désormais franchie. Elle sait que, dès l'aube, elle cherchera Chloé. Non pas pour discuter calmement, mais pour exiger des réponses, peut-être même des excuses. Ce face-à-face, elle le sent, sera inévitable et violent. Dans le même temps, Erika reçoit un message du commissariat l'informant que la protection a été mise en place. Cette précaution la rassure à peine. Elle sait que le danger n'est pas écarté tant que l'imposteur court toujours. Pourtant, une autre pensée prend le dessus, celle de revoir Basile. Cette perspective lui donne la force d'affronter l'inconnu, même si cela signifie rouvrir des plaies qu'elle croyait cicatrisées. La nuit s'achève lentement, laissant derrière elle des esprits épuisés mais en alerte. À 7, chacun s'apprête à affronter une nouvelle journée, sans savoir que les heures à venir mettront à l'épreuve des liens déjà fragiles. Pour Raphaël, pour Chloé, pour Maud, pour Erika, le lendemain s'annonce décisif. Rien ne pourra empêcher ce qui est sur le point de se produire. Le matin se lève sur 7 avec une clarté trompeuse, presque paisible,
qui contraste violemment avec l'état d'esprit de Raphaël. Elle n'a pratiquement pas fermé l'œil. Assise dans la salle d'attente de l'hôpital, un café froid entre les mains, elle fixe un point invisible sur le mur. Dans sa tête, les images de la nuit se superposent. La douleur de Maud, l'agitation soudaine, les visages concentrés du personnel médical. Chaque souvenir alimente une certitude de plus en plus enracinée. Ce qui est arrivé à sa fille n'est pas un simple concours de circonstances. Lorsque Marianne vient la rejoindre pour faire un point rapide, Raphaël ne cache plus son agitation. Elle pose des questions directes, parfois brutales, cherchant à saisir le moindre détail qui pourrait confirmer ses soupçons. Marianne répond avec prudence, rappelant que les complications sont liées à l'incident initial et à la réaction imprévisible du corps de Maud. Elle évite soigneusement de pointer un responsable. Mais cette neutralité médicale, Raphaël l'interprète comme une forme de protection implicite, et cela ne fait qu'attiser sa colère. À peine Marianne repartie, Raphaël sort son téléphone. Le geste est sec, décidé. Elle sait exactement qui appeler. La sonnerie résonne une fraction de seconde avant que la voix de Chloé ne décroche. Raphaël ne prend même pas la peine d'échanger des politesses. Sa voix est tendue, chargée d'une accusation à peine voilée. Elle parle de Maud, de son état, des risques encourus. Elle évoque la forêt, les choix faits ce jour-là, et conclut par une phrase lourde de sous-entendus, laissant entendre que rien de tout cela ne serait arrivé autrement. De l'autre côté du fil, Chloé reste silencieuse un instant. Elle sent immédiatement que cette conversation ne sera pas une simple mise au point. Les mots de Raphaël frappent fort, réveillant une culpabilité qu'elle tentait de tenir à distance depuis l'accident. Elle répond avec calme, rappelant qu'elle a agi comme elle l'a pu, dans l'urgence, en pensant bien faire. Mais ce ton posé, presque défensif, est perçu par Raphaël comme une fuite. La discussion dégénère rapidement, les voix se durcissent, les reproches s'accumulent. Raphaël finit par raccrocher, le cœur battant, mais loin d'être apaisé. Elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur, mais cela ne suffit pas. Elle ressent un besoin irrépressible de confrontation directe. Cette tension doit se matérialiser, prendre forme dans un face-à-face où elle pourra regarder Chloé dans les yeux et lui faire porter le poids de sa colère. À l'hôpital, Maud se réveille lentement. Elle remarque immédiatement l'expression fermée de sa mère. Elle comprend que quelque chose s'est passé, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Sa voix est faible lorsqu'elle demande ce qui ne va pas. Raphaël élude, parlant vaguement de fatigue. Mais Maud n'est pas dupe. Elle sent que sa mère est en train de se battre sur un autre front, un combat qu'elle n'a pas choisi. Pendant ce temps, au commissariat, l'affaire Basile prend une tournure plus concrète. Damien informe l'équipe que certaines zones du passé de Basile restent floues, non pas parce qu'il cachait quelque chose, mais parce qu'il menait une vie extrêmement discrète. Ce profil rend l'usurpation d'identité encore plus troublante. L'imposteur a choisi une cible presque idéale, un homme sans histoire, peu entouré, facile à faire disparaître aux yeux du monde. Sarah, concentrée, met à jour les dernières informations concernant la moto. Elle a été aperçue à plusieurs reprises, toujours dans des zones périphériques, comme si son conducteur cherchait à rester à la limite du visible. Cette stratégie inquiète Martin, qui craint une surveillance indirecte d'Erika. Il insiste pour que la protection soit renforcée, conscient que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences graves. Erika, justement, tente de reprendre pied dans son quotidien. Elle se rend au Spoon, cherchant dans ce lieu familier une forme de normalité. Mais son esprit est ailleurs. Chaque bruit de téléphone la fait sursauter, chaque regard posé sur elle lui semble chargé d'une intention cachée. Barr reste à proximité, attentif, prêt à intervenir au moindre signe d'angoisse. Il perçoit ce mélange étrange de peur et d'impatience qui l'habite. Elle veut revoir son frère, mais redoute tout ce que cette rencontre pourrait réveiller. Lorsqu'elle apprend que Basile est conscient et qu'il souhaite la voir rapidement, un flot d'émotions contradictoires la submerge. Elle accepte sans hésiter, malgré les recommandations de prudence. Pour elle, cette discussion est indispensable. Elle a besoin de comprendre, de mettre des mots sur ces années de silence, même si cela doit lui faire mal. De son côté, Karim reçoit un message d'Emily. Quelques mots simples, sans détour, qui lui donnent le sourire. Il se rend compte qu'il attend ces signes plus qu'il ne voudrait l'admettre. Cette relation, encore fragile, lui apporte une légèreté inattendue dans un quotidien souvent chargé. Il sait pourtant que cet équilibre pourrait être mis à mal à tout moment, surtout si les pressions extérieures viennent s'y mêler. Aaron, quant à lui, découvre ses premières réactions sur l'application de rencontre. Il feint l'indifférence, mais son regard s'illumine malgré lui lorsqu'une notification apparaît. Gabriel ne manque pas de le taquiner, soulignant avec humour que même les plus sceptiques finissent par céder à l'espoir. Aaron se surprend à rire, acceptant enfin l'idée qu'il mérite peut-être, lui aussi, une part de bonheur.
À l'hôpital, l'atmosphère reste lourde. Les examens de Maud se poursuivent, sans apporter de réponse définitive. Chaque résultat intermédiaire entretient le suspense, maintenant Raphaël dans un état de vigilance permanente. Elle ne quitte pas le chevet de sa fille, comme si sa présence pouvait influer sur l'issue. À ce moment-là, Chloé arrive à l'hôpital. Elle a pris sa décision après l'appel de Raphaël. Elle ne peut pas rester à distance. Elle sait que cette confrontation est inévitable, et qu'elle devra affronter la colère de cette mère qui la tient pour responsable. En entrant dans le service, elle ressent une boule se former dans sa gorge. Elle sait que les mots échangés aujourd'hui pourraient laisser des traces durables. Lorsque leurs regards se croisent enfin dans le couloir, le silence est glacial. Raphaël se lève lentement, le visage fermé, prêt à dire tout ce qu'elle a retenu jusque-là. Chloé, elle, soutient son regard, consciente que ce moment marque un tournant. Autour d'elle, le monde semble suspendu, comme si tout s'être retenait son souffle face à l'affrontement qui s'annonce. Le couloir de l'hôpital semble soudain trop étroit pour contenir la tension qui s'y installe. Raphaël et Chloé se font face, immobiles, comme deux forces opposées prêtes à entrer en collision. Aucun mot ne sort d'abord. Les secondes s'écoulent, lourdes, chargées de tout ce qui n'a pas encore été dit. Raphaël est la première à rompre ce silence, sa voix tranchante, à peine contenue. Elle ne cherche pas à comprendre, elle cherche à faire sortir ce qu'elle a retenu trop longtemps. Elle parle de Maud, de sa souffrance, de cette main menacée, de cet avenir désormais incertain. Chaque phrase est une accusation déguisée, chaque regard un reproche. Chloé encaisse. Elle sent la colère de Raphaël l'atteindre de plein fouet, réveillant une culpabilité qu'elle s'efforçait de tenir à distance depuis l'incident en forêt. Elle tente d'expliquer, de rappeler le contexte, l'urgence, la peur qui les a tous saisis à ce moment-là. Mais ces mots se heurtent à un mur. Raphaël ne veut pas d'explication, seulement un responsable. Et dans ce rôle, Chloé s'impose malgré elle. Les voix montent, attirant quelques regards discrets du personnel médical. Raphaël reproche à Chloé d'avoir pris des décisions sans mesurer les conséquences, d'avoir exposé Maud à un danger inutile. Elle parle comme une avocate plaide, construisant son accusation avec une logique implacable, même si elle est nourrie avant tout par la peur. Chloé finit par réagir, laissant transparaître sa propre douleur. Elle rappelle qu'elle aussi est affectée, qu'elle n'a jamais voulu que les choses dégénèrent ainsi. Cette riposte, loin d'apaiser la situation, enflamme davantage Raphaël, qui y voit une tentative de se dédouaner. À quelques mètres de là, Maud, alitée, perçoit les éclats de voix étouffés. Elle reconnaît celle de sa mère et de Chloé. Son cœur se serre. Elle ferme les yeux, incapable de se lever, mais consciente que cette confrontation se déroule à cause d'elle. Elle se sent coupable malgré elle, comme si son propre corps défaillant avait déclenché une guerre qu'elle n'avait jamais souhaitée. Une infirmière passe la voir, tente de la rassurer, mais Maud n'écoute qu'à moitié. Elle sait que quelque chose se brise à l'extérieur de cette chambre. Finalement, Marianne intervient. Sa voix, ferme mais calme, impose une pause dans l'affrontement. Elle rappelle que l'hôpital n'est pas un tribunal, que l'urgence est la santé de Maud. Elle demande aux deux femmes de baisser le ton, de se souvenir de l'essentiel. Cette intervention, bien que nécessaire, laisse un goût amer. Raphaël détourne le regard, la mâchoire crispée. Chloé sent une lassitude profonde l'envahir. Elle réalise que, quoi qu'elle dise, elle restera la cible de cette colère. Raphaël retourne auprès de Maud, laissant Chloé seule dans le couloir. Cette dernière reste immobile un instant, comme vidée. Elle comprend que cette accusation ne disparaîtra pas avec le temps. Elle s'est installée, lourde, prête à ressurgir au moindre signe de complication. En quittant l'hôpital, elle ressent un mélange de tristesse et de détermination. Elle sait qu'elle devra porter ce poids, qu'elle le veuille ou non. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête autour de l'imposteur connaît une avancée inquiétante. Damien annonce que certaines données récentes suggèrent que l'homme utilisant l'identité de Basile observe ses déplacements, comme s'il cherchait à anticiper les mouvements de la police. Cette information change la donne. L'imposteur n'est pas simplement un opportuniste. Il est méthodique, prudent, et potentiellement dangereux. Martin renforce encore les consignes de surveillance autour d'Erika, conscient que le risque est loin d'être écarté. Erika, justement, se prépare à se rendre à l'hôpital pour voir Basile. Le trajet lui paraît irréel. Chaque rue traversée réveille un souvenir, chaque pas la rapproche d'une confrontation qu'elle redoute autant qu'elle l'espère. Arrivée devant la chambre de son frère, elle hésite un instant avant d'entrer. Lorsqu'elle le voit enfin, affaibli mais conscient, une vague d'émotion la submerge. Les mots lui manquent. Elle se contente d'approcher, les yeux brillants, partagés entre la joie de le revoir vivant et la douleur de toutes ces années perdues. Basile, de son côté, tente de sourire. Il sent la distance qui s'est installée entre eux,
cette barrière invisible faite de non-dits et de rancœurs accumulées. Il prononce son prénom, simplement, comme pour renouer un fil fragile. Erika l'écoute, le cœur serré. Elle comprend que cette conversation ne résoudra pas tout, mais qu'elle marque un début. Un début fragile, incertain, mais nécessaire. À l'extérieur de la chambre, la protection policière reste discrète. Sarah veille, consciente que l'imposteur pourrait tenter quelque chose, attirée par cette réunion familiale. Chaque mouvement est surveillé, chaque détail analysé. L'ombre qui plane sur cette affaire ne se dissipe pas, bien au contraire. Dans un registre plus intime, Karim reçoit un message d'Emily qui l'invite à la rejoindre plus tard. Cette attention lui apporte un réconfort inattendu. Il sent que, malgré les zones d'ombre, une confiance timide est en train de s'installer entre eux. Il accepte cette incertitude, conscient que toute relation comporte une part de risque. Aaron, de son côté, échange ses premiers messages sur l'application. Il est maladroit, hésitant, mais sincère. Cette expérience le déstabilise autant qu'elle l'amuse. Pour la première fois depuis longtemps, il se projette, même timidement, vers quelque chose de nouveau. À l'hôpital, la journée s'achève sans évolution majeure pour Maud. Son état reste stable, mais fragile. Raphaël, épuisé, s'assoit à son chevet, le regard perdu. La colère laisse peu à peu place à une peur plus sourde, plus profonde. Elle se demande si elle n'a pas été trop loin, mais chasse rapidement cette pensée. Pour elle, protéger Maud justifie tout, même les accusations les plus dures. Pendant ce temps, Chloé, rentrée chez elle, ne parvient pas à trouver le repos. Les paroles de Raphaël tournent en boucle dans sa tête. Elle sait que cette fracture entre elles ne se refermera pas facilement. Et au fond d'elle, une question persiste, lancinante. Et si, malgré tout, une part de responsabilité lui revenait réellement? La nuit est tombée une nouvelle fois sur 7, mais le calme apparent de la ville n'atteint ni l'hôpital ni ceux qui y veillent encore. Raphaël est resté assise auprès de Maud, refusant de rentrer chez elle. L'épuisement se lit sur son visage, mais elle lutte contre la fatigue comme si céder revenait à abandonner sa fille. Elle observe chaque respiration, chaque mouvement infime de la main immobilisée, cherchant des signes, n'importe lesquels, qui pourraient annoncer une amélioration. Mais le corps de Maud demeure imprévisible, et cette incertitude ronge Raphaël plus sûrement que la colère. Maud, consciente malgré la fatigue, perçoit ce changement chez sa mère. La fureur qui animait Raphaël a laissé place à une inquiétude plus silencieuse, presque plus dangereuse encore. Elle tente de parler, de rassurer, mais les mots lui manquent. Elle se sent prisonnière de son propre corps, dépendante des décisions médicales et des réactions de ceux qui l'entourent. Cette perte de contrôle la terrifie autant que la douleur elle-même. Elle se demande si elle retrouvera un jour la sensation normale de son bras, si elle pourra à nouveau vivre sans cette peur constante. Marianne, de garde cette nuit-là, prend le temps de s'arrêter dans la chambre. Elle observe Maud, échange quelques mots avec Raphaël, tentant d'instaurer une forme de confiance. Elle explique que la stabilité actuelle est encourageante, même si elle reste fragile. Elle n'emploie pas de termes définitifs, consciente que la moindre certitude prématurée pourrait se retourner contre eux. Raphaël écoute, plus calme qu'auparavant, mais son regard trahit une inquiétude profonde. Elle comprend désormais que la médecine ne peut pas tout maîtriser, et cette réalité la confronte à une impuissance qu'elle a toujours refusée. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête s'intensifie. Damien passe en revue les derniers éléments récoltés autour de l'imposteur. Certaines incohérences émergent, des déplacements trop précis, une connaissance inhabituelle des habitudes locales. Tout laisse penser que cet homme n'est pas un simple opportuniste. Il agit avec méthode, presque avec anticipation. Cette conclusion inquiète Sarah et Martin, qui redoutent une escalade. Si l'imposteur se sent acculé, il pourrait devenir encore plus dangereux. Martin convoque une réunion restreinte. Il insiste sur la nécessité de protéger Erika sans l'alarmer inutilement. Il sait qu'elle est déjà émotionnellement fragile depuis l'annonce concernant son frère. Mais la menace est réelle, et la police ne peut pas se permettre de la sous-estimer. Sarah accepte cette responsabilité avec sérieux, consciente que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. Erika, justement, sort de l'hôpital après avoir passé un long moment avec Basile. Leur conversation a été difficile, ponctuée de silences lourds et de phrases hésitantes. Basile tente de s'expliquer, d'évoquer ses choix passés sans entrer dans les détails qui pourraient raviver trop brutalement la douleur. Erika l'écoute, partagée entre la compassion et la colère. Elle comprend qu'il a vécu des choses qu'elle ignore, mais cela n'efface pas les années de solitude qu'elle a traversées. En quittant la chambre, elle se sent vidée, mais aussi étrangement soulagée. Le dialogue est amorcé, même s'il reste fragile. À l'extérieur, la présence discrète de la police ne lui échappe pas.
Elle réalise que la situation dépasse désormais le cadre familial. L'idée que quelqu'un puisse se faire passer pour son frère, utiliser son identité, l'inquiète profondément. Elle se demande jusqu'où cet homme est prêt à aller, et si Basile et elle ne sont pas devenus des pions dans un jeu qui les dépasse. Chez Chloé, l'insomnie s'installe. Elle tourne en rond, incapable de chasser les images de l'hôpital et le visage fermé de Raphaël. La confrontation la hante. Elle repense à chaque mot prononcé, à chaque accusation. Une partie d'elle refuse d'endosser cette responsabilité écrasante, mais une autre ne peut ignorer la réalité. Maud souffre, et cet événement s'est produit sous son regard. Cette culpabilité diffuse l'épuise, la fragilise, la pousse à s'interroger sur ses propres limites. Elle se demande si, à force de vouloir aider, elle n'a pas parfois sous-estimé les risques. Karim, de son côté, rejoint Émilie comme convenu. Leur échange est simple, sans faux semblant. Ils parlent de choses banales, mais cette normalité a quelque chose de précieux. Karim sent que cette relation lui offre un refuge, un espace où il n'est ni enquêteur ni homme confronté à des responsabilités écrasantes. Émilie, attentive, perçoit cette fragilité chez lui. Elle ne promet rien, mais elle est là, pleinement présente. Cette proximité discrète renforce un lien qui se construit lentement, sans éclat, mais avec sincérité. Aaron, quant à lui, poursuit ses échanges sur l'application. Il est surpris par certaines conversations, touché par d'autres. Cette ouverture au monde extérieur le déstabilise, mais elle lui redonne aussi une forme de confiance. Il se rend compte qu'il n'est pas aussi fermé ou inintéressant qu'il le pensait. Cette prise de conscience, même timide, marque un tournant personnel qu'il n'avait pas anticipé. À l'hôpital, une légère évolution se dessine. Les examens nocturnes montrent une circulation un peu plus stable dans le bras de Maud. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour susciter un espoir prudent. Marianne informe Raphaël avec précaution, consciente que cet espoir doit rester mesuré. Raphaël accueille cette nouvelle comme une bouffée d'air, tout en se refusant à se projeter trop vite. Elle a appris, en quelques heures, que l'optimisme excessif pouvait être cruel. Dans le même temps, la tension entre Raphaël et Chloé continue de se diffuser, silencieuse mais persistante. Chacune rumine de son côté, convaincue d'avoir été blessée à sa manière. Cette fracture, née de la peur et de la souffrance, menace de s'élargir encore, emportant avec elle des relations jusque-là solides. À 7, la nuit s'achève lentement. Les personnages, chacun à leur manière, se préparent à affronter les conséquences de ce qui a été dit et de ce qui reste à venir. Rien n'est encore réglé, ni pour Maud, dont l'avenir reste incertain, ni pour Erika, désormais consciente du danger qui plane, ni pour Chloé et Raphaël, enfermés dans un conflit qui ne demande qu'à éclater de nouveau. Le jour se lève sur 7 avec une douceur trompeuse, comme si la ville cherchait à masquer les secousses qui ont traversé ses habitants. À l'hôpital, Raphaël se réveille en sursaut sur la chaise inconfortable où elle a fini par s'assoupir. Son premier réflexe est de se tourner vers Maud. Sa fille dort encore, le visage plus apaisé que la veille, mais toujours marqué par la fatigue. Ce simple constat suffit à calmer légèrement l'angoisse de Raphaël, même si elle sait que rien n'est définitivement gagné. Marianne entre peu après, dossier à la main. Elle annonce que les derniers examens confirment une amélioration fragile mais réelle de la circulation sanguine. Les mots sont choisis avec soin, mesurés, presque retenus. Raphaël les accueille comme une victoire minuscule, mais essentielle. Elle serre la main de Maud avec précaution, laissant échapper un soupir qu'elle retenait depuis trop longtemps. Pour la première fois depuis l'accident, elle s'autorise à croire que le pire pourrait être évité. Maud ouvre les yeux et perçoit immédiatement ce changement dans l'attitude de sa mère. Elle devine l'espoir, timide mais présent. Elle tente de bouger légèrement ses doigts, provoquant une douleur sourde mais supportable. Ce geste infime devient un symbole silencieux de résistance. Elle sourit faiblement, consciente que ce combat se joue désormais dans la durée. Elle sait aussi que, quoi qu'il arrive, quelque chose en elle a changé. Cette expérience l'a confrontée à sa propre vulnérabilité, et à celle des adultes qui l'entourent. Raphaël, pourtant soulagé, n'est pas apaisé pour autant. L'affrontement avec Chloé continue de la hanter. La colère s'est atténuée, remplacée par une fatigue émotionnelle plus profonde. Elle se demande si elle n'a pas laissé la peur guider ses paroles, si elle n'a pas franchi une limite difficile à réparer. Mais cette remise en question reste enfouie, étouffée par son instinct maternel. Pour elle, protéger Maud reste la priorité absolue, même si cela implique des fractures durables. Chloé, de son côté, apprend l'évolution de l'état de Maud par Marianne. La nouvelle la soulage, sans pour autant effacer le malaise. Elle ressent un mélange contradictoire de soulagement et de distance. Elle sait que cette amélioration n'efface pas les accusations portées contre elle. Le fossé creusé avec Raphaël est toujours là, béant, et elle ignore comment le combler.
Elle hésite à se rendre à l'hôpital, craignant de raviver les tensions. Finalement, elle choisit de garder ses distances, consciente que le temps sera peut-être le seul allié possible. Pendant ce temps, au commissariat, l'affaire de l'imposteur reste loin d'être résolue. Damien confirme que l'homme se faisant passer pour Basile n'a toujours pas été localisé, malgré les recherches intensifiées. Cette absence inquiète plus qu'elle ne rassure. Sarah et Martin redoutent un passage à l'acte, une tentative désespérée pour maintenir l'illusion ou faire taire ceux qui pourraient la briser. La protection d'Erika est maintenue, renforcée, sans qu'elle puisse réellement oublier le danger qui plane. Erika, justement, retourne voir Basile une dernière fois avant sa sortie prévue. Leur échange est plus calme que la veille, mais toujours chargé d'émotions retenues. Basile parle de ce qu'il a traversé, sans entrer dans les détails, conscient que chaque mot peut rouvrir une blessure. Erika l'écoute, plus posée. Elle ne pardonne pas encore, mais elle ne rejette plus. Elle comprend que la vérité ne se résume pas à une absence, et que certaines fuites cachent des douleurs qu'elle n'imaginait pas. En quittant la chambre, elle sait que leur relation devra être reconstruite, lentement, sans certitude. Bar l'attend à l'extérieur. Il n'a pas besoin de poser de questions. Il voit sur le visage d'Erika une forme de sérénité nouvelle, mêlée d'une vigilance constante. Elle sait désormais que son frère est vivant, mais aussi que quelqu'un d'autre se promène sous son nom. Cette dualité la pousse à rester sur ses gardes, sans renoncer pour autant à l'espoir retrouvé. Dans un registre plus intime, Karim et Émilie poursuivent leur rapprochement discret. Rien de spectaculaire, pas de grandes déclarations, mais une présence mutuelle qui s'installe. Karim accepte cette relation telle qu'elle est, sans projection excessive. Émilie, de son côté, apprécie cette liberté respectée. Ils avancent à leur rythme, conscients que cet équilibre fragile pourrait être mis à l'épreuve, mais décidés à ne pas se mentir. Aaron, enfin, se surprend à sourire en consultant son téléphone. Les échanges amorcés sur l'application prennent une tournure plus humaine, plus sincère. Il réalise que cette ouverture, qu'il redoutait tant, lui a permis de se reconnecter à une part de lui-même qu'il croyait perdue. Cette évolution personnelle, discrète mais réelle, marque un contraste saisissant avec les drames qui secouent Seth. À l'hôpital, Raphaël se penche sur Maud avant de quitter la chambre pour la première fois depuis des heures. Elle lui murmure quelques mots rassurants, promettant d'être là, quoi qu'il arrive. Maud acquiesce, consciente que cette épreuve a renforcé leur lien autant qu'elle l'a mis à rude épreuve. Elle sait aussi que les conséquences de cet accident ne se limiteront pas à son bras, mais qu'elles continueront d'influencer les relations autour d'elle. À ce moment-là, chacun reprend lentement le cours de sa vie, sans certitude réelle, mais avec la conscience aiguë que l'équilibre reste fragile. Maud n'est pas encore hors de danger. L'imposteur court toujours. La fracture entre Chloé et Raphaël est loin d'être résorbée. Mais au cœur de ces tensions, une chose demeure. L'espoir, discret, tenace, prêt à résister à la prochaine tempête.